Et nous sommes de retour pour l'aftertech. Alors, j'aime pas dire ça parce que vous prenez quand même 20 minutes de votre temps pour ça, mais voilà, c'est une aftertech, c'était une vidéotech qui faisait moins d'une demi-heure. Commence à devenir plus récurrent, mais peut-être que c'est parce que je suis plus concis dans les choses. Mais la question habituelle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, toujours les bases. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous avez pensé de ce premier manga sur plein de plans. Alors pour le coup, il n'existe pas en animé, donc je peux pas vous dire waouh, au pire vous regardez l'animé pour vous faire une idée, parce que ça marche pas, trop récent. Il y a de la magie, oui. Tu es d'une grande beauté, c'est pas sur le manga ça. Il y a de la magie, du coup j'adore. Ah, bah, j'en ai un autre. Dont il s'appelle Flying Witch, mais plus dans un côté chill. C'est un manga vachement plus chill qui ressemble un peu plus à du Kiki la petite sorcière, mais qui est plutôt plaisant aussi. Je l'aime bien en lecture relax. Le manga est très cool pour ça. C'est simplé, c'est léger, c'était très agréable à lire. Mais celui-là aussi, celui-là est extrêmement cool. Il a une histoire qui m'a vite pris. T'as envie d'en savoir. Il a l'air cool. L'héroïne, je la coco. Fatigue. Il me fatigue. Juste pour le graphisme, ça donne envie de s'y plonger. C'est extrêmement prenant, hein, mais vraiment d'emblée, hein, sur les premières pages. Vraiment, sur les premières pages, vous avez des détails assez ouf, hein. La première double couverture que vous avez, enfin la première double page que vous avez, c'est déjà une page qui est ultra détaillée. C'est quelqu'un, vous voyez, qui dessine dans un livre. Donc c'est un livre qui est dessiné dans un livre avec quelqu'un qui a dessiné dans le livre. Faire de la magie, je kifferais. Badoumts. Ah. Un chat de poète-poète, hein, bien évidemment. Méritez votre émo de poète, hein, ici. Et dans la partie des mangas qui méritent leurs petits détails, eh bien, vous avez, par exemple, à la fin, une introduction au pentacle magique, donc aux formes, à comment faire de la magie en fonction des éléments, basés sur ce qu'il y a dans le manga, ce qui vous permet de reproduire vos propres pentacles d'enfer et tout, etc. Ce qui est plutôt drôle. Et de comprendre aussi ce qu'ils font comme magie dans le manga. Et en dernière page, eh bien, vous avez des lieux que vous avez vus dans le tome qui sont présentés. Vous voyez tout ce petit détail toujours de vous présenter le monde, de l'univers. C'est vraiment des petits trucs que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup consulter. Et ça donne toujours un... Ça apaise ton cliffhanger, ton cliffhanger de Phantom en me disant « Ah, j'ai appris des petits trucs ». Ça t'apaise un peu le fait que tu as envie de lire la suite. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est pratique. Et voilà. Bon, bah en tout cas, merci pour vos premiers retours. Merci pour vos premiers retours sur le manga et sur la magie, du coup. Et nous allons passer à notre sujet d'aftertech qui a eu plus de temps pour être bossé. Parce que la semaine dernière, bon, heureusement que le micro était cassé, parce que sinon on l'aurait fait à l'aveuglette. Là, j'ai eu le temps de bosser, j'ai eu le temps de me renseigner, et j'avais choisi, comme ça je l'avais déjà annoncé, j'avais envie de faire les différentes aires du Japon. Alors, on ne va pas parler, loin de là, on ne va pas parler des aires une par une. Si j'avais bien lu, des aires, il y en a eu plus de 200 au Japon. Donc... J'espère que ce chiffre va vous calmer. Voilà. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on fasse les aires une par une. Parce que ça va être extrêmement long. C'est impossible. J'aurais jamais eu le temps de me renseigner sur plus de 200 trucs. Enfin, j'aurais rien fait d'autre. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Voilà.
Mais on va pouvoir remonter par exemple, on est parti pour 200 heures de Vélotech. Non. Ça sera dans l'interro du 7 mai. En sachant que j'ai déjà réalisé toutes les questions, ça me semble compliqué d'avoir des informations que j'ai appris par la suite. Voilà. Mais t'inquiète, l'interro sera pas directement pour toi le 7 mai. Pas directement. Donc on va parler un peu des airs du Japon. Et les airs du Japon sont sous différentes catégories. Déjà, il y a une manière de la compter par rapport à notre calendrier qui est plutôt bizarre, mais soit. Et sinon, c'est un système qui est originaire de Chine. Et là, vous allez vous dire, la Chine, intéressant, mais à quel moment? À quel moment? Eh bien, souvenez-vous de l'introduction du shintoïsme dans la dernière Aftertech au Japon. Et bah, ça date du même moment, on est dans les années 600. On est sur la partie où la Chine va un peu s'implanter au Japon et ramène ses pratiques. Et dans ses pratiques, elle avait ramené le shintoïsme et elle a également amené son système de calendrier. Et donc, ça diffère du calendrier grégorien qui est le nôtre qu'on utilise de nos jours, qui est pratique, ok, mais qui était pas mal logique quand on l'avait avec le truc des saisons, vous savez, genre ça c'est le mois des récoltes, ça c'est le mois de ci, c'était plutôt cohérent aussi quoi. Et donc du coup c'est des systèmes qui sont indépendants du coup de la Chine et de la Corée, parce que la Corée aussi l'avait, et qui est directement d'emblée devenu indépendant de celui-là de la Chine, parce que déjà la Chine, le Japon l'a toujours, et pas les autres, et d'emblée il a toujours été indépendant parce que les ères, ça je vous l'avais déjà un peu expliqué, une ère correspond à un empereur. Un empereur qui est forcément de la lignée royale au Japon. Et du coup, les ères ça change souvent, ce qui fait qu'il y en a eu plus de 200, mais surtout que ça remonte à extrêmement loin, en sachant que le système a commencé en 645 et qu'on estime qu'à l'époque il y en avait encore, mais que c'est pas dans les archives. Voilà, il y a une grosse période qu'on appelle la période Kofun, qui date de environ 250 à 538, donc vous voyez qu'on est sur à peu près 3 siècles non répertoriés. Ensuite, on a la période Yayoi, à ne pas confondre avec le Yaoi, c'est pas la même chose, Yaioi, qui elle est de 800 avant l'ère commune. Donc ère commune ça correspond enfin 800 avant l'ère commune ça correspond à avant Jésus. Il m'a pré-shot. Sur jeté à l'œil. À 250. Voilà, de l'ère commune. Donc ça correspond un peu à avant Jésus-Christ entre guillemets, mais par rapport au Japon. Et donc ça c'était la deuxième période. Et la troisième grosse période, c'est de moins 13 000 voilà, de moins 13 000 jusqu'à 400 avant l'ère commune. Et ça s'appelle la période Jomon. Et donc, ces trois périodes-là ont beaucoup moins d'archives et donc il y a un gros flou dedans. Mais de ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, ça date des années 640. Ça a été perdu un peu à un moment, à la fin du 7e siècle, donc dans la fin des années 600, et ça a repris directement en 701. Direct. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont fait, ah non, finalement, on aime bien. Et donc du coup, on a des grandes périodes qui regroupent des ères. Donc la première grande période, ça s'appelle la période Yamato, parce que Yamato, c'est le nom du premier empereur où ce système a été incorporé, et donc qui donne l'ère Taika. Il y a le nom et prénom, à ne pas confondre, l'ère Taika. Et donc, suite à cela, il y en a eu plein. Et donc, à partir de là, pour je ne sais quelle raison, on décompose des époques. Je ne sais pas comment on décomposait les époques, mais voilà, les ères, c'est toujours par empereur. Et du coup, les époques correspondent souvent à des gros événements. J'ai pas les détails de toutes les époques. Elles sont de durée plus ou moins variable, mais là, des fois, ça correspond souvent à des révolutions, des nouvelles constitutions, des nouvelles lois, des gros changements drastiques dans le pays.
Donc on a l'époque de Nara, qui elle marque un grand tournant parce qu'en 701, du coup, je vous l'ai dit, le système a été remis de compter en ère shogun, enfin de compter en fonction de l'empereur. Donc en 701, ça a été remis. Et donc à l'époque Nara, qui date de 710, et bien Nara en fait est la première capitale du Japon. Du Japon moderne, hein, on entend bien. Nara a été la ville où s'est tenue la première capitale du Japon, et donc ont été mis les premiers temples, enfin les premiers, pas temples, mais châteaux, on va dire. Ouais, si, c'est des temples. Je crois qu'ils avaient utilisé le terme temple pour la famille royale du Japon. Et donc, suite à cela, s'ensuit, il y a vraiment beaucoup, hein, parce qu'à l'espérance de vie à l'époque, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Genre, entre l'époque de Heian qui date de 784 à 1185, il y a beaucoup d'ères. Après, on peut faire le nom des grandes ères, parce que ça, c'est important. Enfin le nom des grandes époques, parce que ça, c'est important. Vous avez l'époque de Nara. Donc, je vous expliquais pourquoi c'était l'époque de Nara. Il y avait l'époque de Heian. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mais je peux me renseigner là vite fait, comme ça, pouf. Parce que Nara a été abandonnée. Nara devient l'ancienne capitale au profit de Heian. Voilà, Heian qui est l'ancien nom de Kyoto. Kyoto qui voulait dire ville capitale. C'est pour ça que Kyoto et Tokyo se ressemblent. Si jamais vous vous posiez la question, parce qu'en fait ça veut dire la même chose, mais pas écrite du coup pareil. Parce qu'à l'époque, Kyoto était la capitale, et donc on l'avait appelée ville capitale, tout simplement, parce que les Japonais n'aiment pas se prendre la tête. Et ensuite, c'était plus la capitale, mais du coup, il y avait une nouvelle capitale qui est Tokyo. Donc du coup, c'est devenu Tokyo. Voilà pourquoi ça se ressemble. L'époque de Heian. Ensuite, on a l'époque de Kamakura. L'époque de Kamakura, ça représente le Moyen-Âge, entre guillemets, de l'histoire japonaise. Et donc du coup, c'est le début de la famille royale dans les actions de guerre. Voilà pourquoi. On est dans cette période-là. Alors ensuite, on a une époque qui est ultra cool. Ça s'appelle l'époque de Muromachi, qui est une subdivision. C'est faux. On a l'époque de Muromachi, elle dure une ère. Point. Ensuite, on a Nabukosho, cour du Nord. On a la cour du Sud bien ensuite. Et ensuite, on a l'une des plus connues, qui s'appelle l'époque Sengoku. Sengoku, qui veut dire province en guerre. Donc c'est l'époque des provinces en guerre. Donc on est dans l'époque où il y avait plein de shoguns sous le commandement de la famille royale, mais qui se battaient un peu leur territoire, et c'est chiant à gérer, et donc les shoguns se mettent sur la gueule, et donc les provinces sont en guerre. C'est l'époque Sengoku. Ensuite vous avez l'époque Azuchi Momoyama. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom d'Azuchi vient d'un château appartenant à Oda Nobunaga. Nobunaga qui est quelqu'un de la mythologie. C'était un daimyo, oui. Nobunaga qui était un daimyo, donc un shogun, lors de la période Sengoku. Ok, ça marche. Nobunaga, c'est un nom que vous pouvez retrouver dans beaucoup de jeux. Et dans le manga, Qui est l'homme qui tua Nobunaga. On avait vu qu'on avait vu avec Mini Thomas. J'ai plus le nom du jeu dans lequel il apparaît, dans lequel il a été illustré, qui est top, qu'on a à la maison. Je l'ai aussi, je l'ai pas encore lu, faudrait que je le mette. Et que j'ai toujours pas lu. Putain, je pensais vraiment que tu l'avais lu. Ensuite, on a une époque dont on a déjà beaucoup parlé. On a l'époque Edo. On a l'époque Edo, qui est la fermeture du Japon à l'étranger. Et à cause de quoi? À cause de nous.
pays occidentaux qui ont voulu incorporer des nouvelles choses, genre le christianisme au Japon. Le Japon il s'est fait non, ça met en péril notre système notre manière de fonctionner. Ils ont fait non. Ils ont fermé les frontières. Voilà. Donc celle-là, on en avait beaucoup parlé. Et ensuite, on arrive à l'Empire du Japon, avec l'ère Meiji en l'occurrence, dont on a aussi parlé. Et là, on arrive à la réouverture du Japon à l'étranger, en tout cas avec certains pays. Cette époque qui s'appelle Empire du Japon a duré jusqu'en 1926, jusqu'à 1945, pardon. C'est c'est Showa, le dernier empereur de cette période en 26. Et suite à la Seconde Guerre mondiale perdue par le Japon, les États-Unis ont mis un peu leur grain de sel, et donc on arrive à l'État du Japon, qui est toujours ce que nous avons en cours. Donc nous sommes dans l'époque État du Japon, qui a commencé à la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis ont réduit l'emprise de la famille royale. Et donc depuis 2019, nous avons une nouvelle ère qui a commencé, qui s'appelle l'ère Reiwa, suite à la première abdication depuis la création du Japon d'un empereur de la famille royale pour laisser la place à son fils. Et donc l'ère Reiwa, qui veut simplement dire belle harmonie, donc qui indique la volonté de l'empereur actuel du Japon, donc d'être plutôt cool, faire en sorte que ça se passe bien au Japon. Parce que, si vous n'avez pas suivi l'histoire, le Japon, bonsoir Pot de Clémentine et bienvenue parmi nous, si vous n'avez pas suivi, l'empereur japonais, qui était en place depuis 1989, sentait que sa santé était déclinante, il sentait que sa santé était déclinante, faut suivre, et voulait laisser le commandement à son fils parce qu'il ne s'en sentait plus en mesure. Mais malheureusement, la constitution japonaise ne prévoyait pas d'abdication de la part de l'empereur. Du coup, il a fait en sorte que l'empereur puisse abdiquer pour laisser la place à son fils. Pourquoi forcément son fils ? La famille royale au Japon est la plus ancienne dynastie encore existante au monde. On la considère en place depuis depuis les années moins 500 avant l'ère commune, donc par rapport à leur calendrier à eux, pas par rapport à notre calendrier. On considère que c'est une famille qui est là depuis moins 500 avant l'ère commune. Et si vous vous en souvenez, quand on en a parlé il y a 2 semaines dans Spiritualité, eh bien la famille royale du Japon prétend être descendante du frère d'Amaterasu, Amaterasu qui est la divinité du soleil. Mini-Thomas qui doit commencer à être familier avec ces termes en jouant à Okami, qui pour rappel est un très bon jeu si vous voulez voir beaucoup de folklore japonais, parce que vraiment il n'y a que ça là-dedans, c'est extrêmement cool. Et donc du coup, je sais pas si tu l'as déjà rencontré Mini-Thomas dans le jeu, mais Amaterasu, déesse du soleil, a un frère qui s'appelle Shiranui, si je ne dis pas de bêtises, et Shiranui a décidé de ne pas vivre parmi les divinités et de rester sur Terre parce qu'il était tombé amoureux, il a pris une forme humaine. Et si je l'ai vu, ok ça marche. Et donc du coup a décidé de procréer avec l'humaine dont il était tombé amoureuse, et selon les légendes, ce serait donc du coup la création de la famille royale du Japon. Et donc depuis cette époque-là, depuis à peu près, c'est le loup, oui. Donc depuis à peu près moins 500 avant l'ère commune, la famille royale est descendante de Shiranui, et donc divinité, donc qui s'estime héritier légitime du Japon. Et enfin c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et comme je vous l'ai dit, en 45, les États-Unis sont venus mettre un peu leur grain de sel là-dedans et ont fait en sorte que
la famille éloignée de la branche principale n'ait plus autant de privilèges qu'à l'époque. Et donc désormais, il n'y a que la famille proche, donc fils et filles de l'empereur, qui sont considérés comme étant de la famille royale. Parce que sinon, il y avait pas mal de monde, vous en doutez bien, parce qu'on cherche toujours à avoir un héritier et pas une héritière, parce qu'il faut que ce soit un empereur et pas une impératrice. Donc souvent à l'époque il y avait beaucoup d'enfants, et donc beaucoup d'enfants amènent à avoir beaucoup de familles, et donc du coup t'es quand même empereur, donc tu maries pas tes enfants avec n'importe qui, donc finalement tu te retrouves avec des grosses relations, on va dire diplomatiques, politiques à l'intérieur de ton pays. Voilà. Ça c'était à peu près pour présenter le tout. Dans la famille du Japon, parce que la maison impériale c'est très compliqué, déjà ils ont des petits drapeaux chacun, ce qui est très cool, qui n'est pas sans rappeler le drapeau du Japon bien évidemment, et de la Chine. Ça c'est le drapeau de l'empereur, parce qu'ils ont chacun un drapeau. En fonction du drapeau, vous pouvez les différencier. Ça c'est le drapeau de l'empereur. Le fond rouge avec, je ne sais pas ce que c'est, mais une fleur, c'était pas précisé. C'est pas l'empereur, mais l'empereur en japonais se dit Tenno, qui signifie littéralement empereur céleste, rapport aux origines de Shiranui. Les dieux ne vivent pas parmi les humains, bien évidemment. Voilà. Donc ils ont pas du tout le melon. Et donc ça c'est l'étendard de l'impératrice. Bon ici on voit bien que, on voit que c'est un PNG mais que c'est censé être un fond blanc. Ça c'est l'étendard de l'impératrice. Vous voyez que le symbole central prend un peu moins de place et qu'on a un crop blanc. Et les mecs sont allés vachement plus loin, mais sans se prendre la tête. Le successeur, il a juste un rectangle blanc. Ça veut dire je suis le futur empereur du Japon. ça veut dire je suis le futur empereur du Japon. Et ça veut dire juste je suis la future impératrice du Japon. Enfin, je suis la fille de l'empereur du Japon. Je crois que tu abordes un peu les drapeaux dans le premier tome de Kitua Nobunaga. C'est possible, mais je l'ai pas encore lu. Du coup, je peux pas encore m'avancer dessus. Mais en tout cas, ils ont chacun leur drapeau. Et quand je dis ils ont chacun leur drapeau, ça s'arrête là parce qu'après les autres, on les a juste mis comme ça. Le reste de la famille, ils ont fait oui, c'est bon, ça marche. Voilà, fond blanc, famille royale, merci. Voilà. Le mec, ouais, la flemme de refaire un drapeau, on va juste rajouter un cadre blanc. Voilà. Et vous aviez empereur, impératrice, futur empereur, princesse héritière, reste de la famille. Ça, c'est pour faire simple. Ça, c'est pour faire simple. Et c'était très drôle. C'est très drôle de voir à quel point ils avaient la flemme. Mais du coup, la famille japonaise la famille royale japonaise est un peu moins étendue qu'elle ne l'était à l'époque, parce que du coup les États-Unis sont venus mettre leur grain de sel, et donc comme dit à l'époque en plus ils n'avaient pas le droit d'abdiquer, ce qui faisait que si un empereur vivait très vieux, son fils prenait d'autant plus d'âge, de l'âge et donc était amené à gouverner moins longtemps. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive actuellement, parce que je vais vous le montrer, hein, l'empereur actuel, il est vraiment pas jeune. Hein. Voilà. Cet homme a le pouvoir depuis 2 ans. Il a... Je ne sais pas quel âge il a. J'ai besoin de savoir quelle âge il a. Bay, il va se calmer Atom. Naruhito, voilà. À l'hôpital de la maison impériale, ils ont carrément un hôpital, hein. On se mélange pas. Hein. Il est né le 23 février 60. C'est-à-dire qu'il a... C'est où son âge? 60, c'est très simple à compter. Il a 40, 50... 51 ans. Non merde, on est en 20. Il a 61 ans. Cet homme a pris le pouvoir à 59 ans.
vous rendez compte que pendant 59 ans de sa vie, il était juste prince héritier. Il doit juste avoir une bonne image. Point. Bon, il a dû apprendre pas mal de trucs, hein, il a dû bien apprendre à gouverner, etc. Mais pendant 59 ans, le mec a été juste héritier. Ce qui veut dire qu'il va sûrement passer moins de la moitié de sa vie à gouverner. Voilà. C'est à peu près sa vie. Et vous voyez, les 126e empereurs du Japon. Voilà pourquoi j'ai pas fait les ères une par une. Parce qu'il y en a trop. Voilà. Et donc, vous voyez son nouveau drapeau, monarque du Japon actuellement. Voilà. C'était... Ouais, bah, je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadé on était en 2011. Mais non. Non, pas du tout. Et voilà à peu près ce que j'ai trouvé sur les époques au Japon. Les ères, c'est très simple, ça dépend juste de qui est empereur actuel du Japon. Et les époques sont marquées par des événements majeurs, politiques, internes ou externes au pays. Et la pire, enfin, l'époque de protectionnisme du Japon, c'est un peu de notre faute. Et si vous avez la foi de lire ou de regarder One Piece et être à jour, on est à l'arc Wano, qui se passe du coup sur ce qui serait dans la vraie vie les îles du Japon, l'archipel du Japon en tout cas, parce qu'il y a un shogun. Et du coup, on serait dans la période... On est justement dans la période... putain, pourquoi je perds le nom à chaque fois, pas la Meiji. On est dans l'ère Edo, où le pays est fermé à l'étranger, dans One Piece. Et donc du coup, on arrive à l'époque ouverture, donc à l'Empire du Japon. Voilà, c'est à peu près l'histoire que reprend Oshiro Oda, le créateur de One Piece, qui adore s'inspirer de vrais événements historiques dans la vie. Et là, en l'occurrence, pour l'arc de Wano, il s'est inspiré de l'histoire du Japon elle-même, et donc de l'époque Edo, où le pays s'est fermé sur lui-même, et où du coup, il va être rouvert. En tout cas, il tend à être rouvert. Et donc du coup arriver à l'Empire du Japon. Voilà, ça c'est si vous êtes à jour. Sachez que ce qui se passe dans One Piece est repris de faits réels, ce qui rend One Piece très intéressant au quotidien. C'est pas juste de la folie pure et furieuse. Voilà. Est-ce que vous avez... On dirait que j'ai été prof et que je vous ai fait un cours. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours, messieurs, dames? Est-ce que quelque chose vous taraude l'esprit? Est-ce que vous avez envie de parler d'un petit truc un petit peu en... Comme ça, là, d'un coup. Pas de questions. Tout a été clair. Je peux vous faire une interro à n'importe quel moment. Vous savez répondre. C'est ça? On a des devoirs pour la prochaine fois. Alors, pour la semaine prochaine, vous allez prendre votre cahier de texte. Parce que j'ai tout loupé à cause d'un tacos dégueu. Pas de question parce que j'ai tout loupé à cause d'un tacos dégueu. Je suis vénère mes dos. Comment ça, il était pas bon, mais t'as commandé où? J'ai envie de faire des headshots en ranked. Une vraie âme de prof. Je voulais être prof de maths. Je vous l'ai déjà dit, je pense, hein, mais je voulais être prof de maths à l'époque. Finalement, je pense que pour des raisons salariales, j'ai bien fait de pas choisir ça. Je t'expliquerai en vocal, t'inquiète. Trop vénère pour écrire. Alors, on a fait les différentes aires du Japon. Parmi les thèmes qui nous ont été proposés sur Discord, n'oubliez pas, si vous voulez proposer des nouvelles idées de thèmes, vous avez l'onglet Sujet d'Aftertech sur le Discord. Il est disponible, vous pouvez mettre vos idées. Donc on a fait les empires et dérives du sexe. On a fait spiritualité, religion et un peu le rapport à la mort. Un peu. Atome vient de changer, de barrer les différentes aires du Japon que nous venons d'achever. Et donc on peut avoir les Yakuza, le cinéma japonais, la langue japonaise, les Japonais contre le reste du monde, c'est un peu flou, ou le corporatisme au Japon. On se fait un petit sondage. On se fait un petit sondage, on fait prochain thème.
Le corporatisme, ça m'intéresserait grave en vrai. Mais moi, tout m'intéresserait. Tout va dépendre du temps que j'ai. Alors, on va mettre Yakuza. Yakuza, c'est très intéressant aussi. Cinéma japonais. C'est un concept, hein, le cinéma japonais. Les Yakuza aussi. Et que les plus sexy. C'est quoi le corporatisme? Le corporatisme, je pense qu'on va beaucoup toucher au dévouement des Japonais pour leur entreprise. Ça va beaucoup passer par un peu leur culture, le fait de ne pas se marcher sur les pieds et de vivre pour la société, de ne pas vivre pour soi-même. Donc je pense que Atom confirmera, mais c'est le rapport du Japon, les Japonais par rapport leur dévouement pour l'entreprise. Les salarymen, c'est un concept assez dur à comprendre pour nous. Entreprise Rai, tout ça, ok, ouais, donc on est bien d'accord. On se met 3 minutes, le sondage part normalement. Là, normalement, sur votre chat, vous êtes censé avoir un sondage. Si vous n'avez pas de sondage, essayez de refresh. Le sondage est parti. Vous avez le droit de voter, si vous êtes très déter, hein, si vous voulez vraiment que ce soit ça, vous avez le droit de voter avec votre Vemoula. Voilà, ça si vous voyez que c'est un peu serré, vous avez le droit de voter pour avec votre Vemoula pour dire « Moi, je veux qu'on fasse ça ». Voilà. Voilà, ça c'est dans vos droits. Ça c'est dans vos droits. Actuellement, 4 votes pour le corporatisme au Japon. Ça a l'air de vous intéresser. Un vote qui vient de partir pour la langue japonaise. Encore les riches qui décident. Je vous promets que je pense n'importe qui sur cette chaîne, vu vos badges, a pas mal de points. Un cinéma japonais. Vraiment, le cinéma japonais, je sais pas trop quoi faire dessus encore, mais je pense que ça viendra avec la documentation. Mais je vois pas trop quoi faire. On n'est jamais à l'abri que si je trouve pas matière sur un sujet qui me satisfasse, on peut passer à un autre sujet. Ça va, j'ai un peu de Vemoula, ouais. 5 votes pour le corporatisme au Japon, 1 sur les Yakuza, 1 sur le cinéma, 1 sur la langue japonaise. Personne pour les Japonais contre le monde. Je vous fume avec mes 139 000 points. Franchement, entre Luce, Minitoma et Lilushu, je sais pas lequel des trois a le plus de points. Je suis pas loin. Ah, Minitoma en a moins que Luce. Il y a un plugin pour choper la Vemoula automatiquement. Oui, quand je suis en live, oui. Si tu es sur Chrome, oui. Ça s'appelle Auto-Clicker, une connerie comme ça. Je l'avais. Mais maintenant, je suis sur Opera, du coup, je récupère plus les points automatiquement. Mais ouais, il y en avait un. Du moment que tu as l'onglet ouvert et entre guillemets actif, je crois que ça le faisait. RIP Firefox. Ouais, pas sûr pour Firefox. Je sais que Chrome, il y en avait un. Mais voilà. Les Japonais contre le reste du monde, je voyais la manière dont le Japon est perçu par le reste du monde dans les médias, etc. et inversement. Ouh. Ah ouais. Merci pour ton follow. Put in. Là, normalement, il y a Boss qui sort des enfers et qui crie Poutine parce qu'il pense que Canada, il vit Canada. Mais voilà. Bienvenue parmi nous, en tout cas. Ouais, je vois ton idée pour les Japonais. Ça c'est un gros travail de fond. Hein. Un très très gros travail. Ah. Ah non, bah ça on fait pas de dédicace. Hein. Tu veux combien de temps? Tu veux 10 minutes ou un perma? Genre dis-moi, Voilà. Je pense qu'on va mettre un perma. C'est ban. C'est ban, hein. 10 minutes, s'il te plaît. C'est 10 minutes qui se répètent toutes les 10 minutes. Voilà. Désolé. Tu n'hésiteras pas à te servir de la nouvelle fonctionnalité de Twitch
où tu peux contester un ban en envoyant un MP que tous les modérateurs de la chaîne pourront étudier, c'est-à-dire moi. Et on verra si on lève le ban ou pas. Si jamais vraiment tu te dis j'ai fait une connerie, je suis con, voilà, t'as le droit. Mais sinon pour l'instant t'as un ban de 10 minutes qui se renouvelle toutes les 10 minutes. Voilà. Bon en tout cas, en termes de vote, voir les résultats. Eh bien c'est le corporatisme au Japon. Ça va être marrant parce que j'avais fait un exposé là-dessus en cours. Et j'aime bien ce système. J'avais fait un exposé là-dessus en cours, donc j'avais déjà pas mal de notions sur les salarymen. Ça va être marrant de revoir tout ça un peu, peut-être actualisé. Ça va être ultra cool. Et donc on va bosser là-dessus. Mushroom Cactus a contribué avec 300 points de chaîne. Mushroom, elle a mis trop... Elle a vraiment fait, moi je veux qu'on ait ça, et elle a voté dessus. Voilà. Bon, en tout cas, merci. On passera sur le corporatisme au Japon. Comme ça, on a notre sujet d'Aftertech la semaine prochaine. Vous serez même au courant, vous, sur Twitch, enfin sur YouTube, si vous avez envie de venir voir ça en live, ou alors vous attendrez samedi. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet Aftertech. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous revoir, qu'on fasse notre Védotech, notre Aftertech et tout ça. Ça m'avait manqué. Vraiment, j'étais trop en PLS la semaine dernière. C'est dans le plus grand des mal. Et on se retrouve la semaine prochaine pour recommencer tout ça avec un grand plaisir. En vrai, j'ai plein de points, je sais pas comment les utiliser, mais c'est le fléau de tout le monde. C'est le fléau de tout le monde sur cette chaîne. Voilà. Bon. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye.